L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Barbe Noire Viande Fumée. Visitez leur site web barbenoire.com pour passer votre première ou deuxième ou troisième, quatrième commande parce que une fois que tu commandes du Barbe Noire, tu en recommandes pour plusieurs fois. Le code promo TSLH en lettres majuscules, barre en bas, domicile, est toujours valide pour une livraison gratuite sur votre commande avec Barbe Noire, Viande Fumée. N'hésitez pas non plus à liker notre podcast, laisser des petites étoiles sur Apple Podcast, noter le podcast, c'est très important, on fait ça gratuit, c'est notre paye en fait, de recevoir des reviews, que ce soit en commentaire ou en petites notes avec les étoiles, les pouces sur les réseaux sociaux, c'est toujours très apprécié. Vous pouvez nous suivre, les chroniqueurs du TSLH Podcast, sur Twitter, vous avez nos comptes dans la description. Donc sur ce, bon podcast tout le monde. Une présentation de toutsurlehockey.com. Ce soir, j'ai 2 bières dans mes mains. Des courses. C'est de la light. Je travaille demain. Ça va être correct. Mais je pense pas que ça va affecter mon niveau de présence au travail. J'espère juste que je serai pas la cible de texte éventuellement parce que je suis pas responsable. Bref. Et tout est dans le timing, Matt. Là. Non, mais tu sais. Mais Max, t'en as parlé en fait à Boulevard là, aujourd'hui. Je pense que t'es assez réchauffé pour nous parler un peu, tu sais, de quoi tu penses de cette photo-là de Mathieu Perreault qui a circulé sur Twitter ce matin puis qui a été repris un peu dans le but de lancer une petite controverse, si on peut dire, là. Je comprends que... Je pense que, first, on n'aurait pas dû en parler tant que ça. Là. Je comprends que le timing est pas super avec le début de saison de l'équipe. Je comprends que c'est pas l'image qu'un joueur de hockey devrait nécessairement lancer la veille d'un match. Cela dit, qu'il ait bu... On sait pas, peut-être qu'il en a bu 5-6 des bières, je sais pas. Là, il y en avait 2 dans les mains, Perreault. Moi, l'idée que j'ai, c'est OK, 2 bières à 4%, là. Ça va-tu vraiment avoir un impact sur ton jeu du lendemain, 24 heures plus tard? Tu sais, moi, je bois, je sais pas, 5, 6, 7 bières à 4%. Tu sais, OK, le soir, mettons 7 bières à 4%. Le soir, je commence peut-être à être un peu feeling, mais le lendemain matin, là, je veux dire, ça n'a aucun effet sur moi, là. Des bières à 4%, c'est de l'eau, là. Moi, pour vrai, je pense que c'est juste une question d'image, là, cette histoire-là. Mais ouais. Ben oui. Puis, S'en fout. ce qui me fâche un peu, en fait, là, c'est qu'on porte un jugement. Tu sais, on se doute bien là, que Perreault a bu ces bières-là. Là. Mais, tu sais, il y a quand même rien qui dit qu'il les a bu. Il les a peut-être amenés à quelqu'un. Il les a peut-être amenés à Weber. Tu sais, on le sait pas, en fait. Non, mais tu sais, c'est vrai pareil. On le sait pas. On prend une photo. On apporte un jugement, puis c'est un peu ça qui se passe en général avec les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que des fois, je trouve que c'est un peu de la merde, ça, là, les réseaux sociaux. Là. C'est qu'on n'arrête pas de dire « Ah, mais Perreault aurait peut-être dû faire attention de se faire prendre en photo. Il savait que ça allait être ses réseaux sociaux. » Tu sais, à cette heure, les réseaux sociaux, c'est partout. Mais c'est bon pour Perreault, mais c'est bon pour l'autre utilisateur qui est l'autre côté de l'écran aussi, là. Exact. Tu le sais que les réseaux sociaux sont rendus partout. Tu le sais que Perreault, c'est une vedette. Il va se faire suivre, il va se faire photographier partout. Tu es un utilisateur de Twitter, tu es un utilisateur de Facebook. Toi aussi, il faut que tu sois conscientisé à ça, là, que c'est rendu partout. Là. Puis,
j'ai tellement aimé l'exemple que Denis Gravel a donné dans ton show, Max. Hey, s'il avait fallu qu'il y ait autant de Kodak dans le temps de Guy Lafleur, quand il se fumait des tops sur le bord de la patinoire entre les périodes, puis dans le vestiaire même, hey, à un moment donné, là, je veux dire, tu sais, c'est normal qu'on voit de plus en plus de choses comme ça, des joueurs qui boivent de la bière une veille de match parce que ça s'est probablement toujours fait. Puis là, les réseaux sociaux accentuent ça. Puis la seule réponse qu'on a à dire, c'est « Ouais, mais Perrault, il devrait être conscientisé, les réseaux sociaux, c'est partout. » Ouais, mais la personne qui regarde les réseaux sociaux aussi devrait l'être conscientisée un peu. C'est tellement à prude là, de relever ça puis de faire une polémique autour de 2 bières, 4%, peut-être 3, 4, on s'en fout. S'ils sont juste à la glace, c'est correct. C'est correct. T'sais, imaginez-vous si Kuznetsov avait été à Montréal avec la vidéo qui avait sorti avec une ligne là, sur sa table de chevet. Là. Mais imaginez-vous, là, tu sais. En tout cas, moi, sérieusement, je trouve tellement que c'est câble, là. Si le Canadien sort à soir puis offre une performance désastreuse, là, une performance gênante, est-ce qu'à ce moment-là, on va pouvoir revenir sur les boys ils ont sorti lundi, puis déjà un peu plus, tu sais. Mettons que demain, on voit que le Canadien s'est fait ramasser puis a fait vraiment une mauvaise performance. Là, à ce moment-là, je serais plus à l'aise qu'on vienne dire peut-être que la sortie au football avec puis la consommation de bière, peut-être que c'était pas la meilleure idée. Mais d'ici là, je vois difficilement comment ça peut avoir un impact. Tu sais, peut-être que ça n'aura aucun rapport, là, même si le Canadien joue mal à soir. Puis, mais je pourrais déjà comprendre qu'on y revienne. Sur 6 matchs à date, je suis pas sûr qu'ils ont tous bu de la bière avant les mauvaises performances. C'est ça, comme tu dis, ça a aucun lien. Mais je comprends. On va le nommer, là, le texte de Dans les coulisses, puis j'ai pas de malaise à le faire. Je comprends quand on parle de la question du timing qui est mauvais, puis que je le comprends. Je pense juste qu'on n'aurait pas dû nécessairement faire une polémique avec ça, mais je comprends le point. Puis c'est vrai que peut-être que Perrault et les boys du CH auraient dû faire attention avant de consommer de la bière en public puis de se faire prendre avec des photos, avec de la bière dans les mains en photo. Le move est pas nécessairement brillant, tu sais. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, en même temps, ça s'est déjà fait. Ça s'est toujours fait. Puis là, on fait un plat avec ça. Moi, c'est surtout ça mon point. C'est que, tu sais, à un moment donné, là, la responsabilité appartient à un et à l'autre. On est tout le temps en train de rejeter, tu sais, parce que c'est des vedettes, puis on dirait qu'ils nous doivent quelque chose. Ouais. Ils nous doivent des bonnes performances. Fait qu'ils se doivent d'être à jeun la veille d'un match. Et ça marche pas de même, là. Non. Tu sais, c'est des boys entre coéquipiers qui s'en vont à une activité d'équipe. Puis ce que je trouve malhonnête là-dedans, là, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont questionné le leadership et la chimie au sein du Canadien de Montréal. Puis on voit une activité d'équipe sur la route en arrivant à Seattle, puis on fait un plat à cause de 2 Christy de Bud Light dans les mains. Ah ouais, c'est ridicule. C'est vraiment prude. C'est vraiment le mot qui m'en revient. C'est que Christy sont bien prudes. Puis je suis sûr que le monde qui critique ça, ils font bien pire. Tu sais, fait que... bref. J'ai vu des... Ben, je pense quand même que 95% des gens sur les réseaux sociaux ont trouvé ça stupide de soulever ça, je pense. J'ai quand même encore foi en l'humanité, là. Je pense encore aussi que les gens ont peut-être été un peu plus offusqués de ce qu'on a appris du côté de Chicago, quelque chose qu'on savait depuis longtemps, mais qui s'est matérialisé aujourd'hui. Puis je fais un peu du coq à l'âne, mais j'aimerais ça passer à ce sujet-là. C'est pas pire dégueulasse qu'on a appris aujourd'hui. Ça s'est en fait confirmé, ça s'est officialisé. Il y a bel et bien eu, après enquête, donc là, j'ai pas de trouble à en parler puisqu'il y a eu enquête puis il y a eu un peu confirmation des faits. Il y a eu un rapport qui a été fait. D'ailleurs, parenthèse, j'ai été consulter le rapport un peu de long en large. En fait, j'ai fait une recherche et le nom de Bergevin n'y apparaît pas. OK? Il était aucun nom. Bergevin faisait partie, en fait, des 139
intimé qu'on appelle. Quand il y a une enquête à l'interne, tu as plusieurs paliers d'implication. Tu as un impliqué, tu as un témoin, quelqu'un qui a vu de façon visuelle et auditive un fait, puis tu as un intimé. Ça veut dire que tu étais dans l'organisation, puis tu as peut-être entendu parler de quelque chose ou non, mais tu te fais quand même questionner. Bergevin faisait partie de cette classe-là, puis son nom est ressorti nulle part. Donc, on peut déduire, selon l'enquête, qu'il n'était pas mêlé à ça, puis qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé. On peut pas en dire autant de Stan Bowman, qui a remis sa démission parce qu'il allait se faire sacrer dehors, on va se le dire. On peut pas en dire autant non plus de Joel Quenneville et de Kevin Cheveldayoff, qui sont deux personnalités actives encore dans la Ligue nationale, qui étaient impliqués dans le fameux meeting secret où ce qu'on a essayé d'étouffer l'affaire. Puis là, l'affaire, on va la nommer, là, en fait, là, c'est un joueur que le nom ne sortira pas, qui a fait une fellation à un vidéo coach de l'organisation des Blackhawks en 2010. Au début, c'était des allégations. Finalement, il y a eu enquête, puis effectivement, ça s'est passé. Honnêtement, c'est dégueulasse, cette histoire-là. Là, j'ai vu des tweets par après à l'effet que le joueur en tant que tel se faisait poursuivre sur la patinoire pendant le jeu, puis il se faisait demander si le blowjob était bon. Il y a une culture quand même assez dégueulasse qui ressort de ça. Vous autres, les boys, j'aimerais ça savoir. Puis tu sais, on n'est pas obligé de se positionner là, de façon excessivement explicite parce que c'est quand même des sujets épineux, mais je suis quand même curieux de savoir, vous voyez ça de quel sens, en fait, que Joel Quenneville et Kevin Cheveldayoff, présentement, sont encore dans la Ligue nationale? Pensez-vous que les organisations vont imiter les Hawks et tasser ces personnes-là? Ben, j'ai hâte de voir. Là, ce qu'on sait, c'est que Bettman va rencontrer ces deux individus-là. Qu'est-ce qui va sortir de ces rencontres-là? Est-ce que c'est Bettman lui-même qui va prendre la décision? Est-ce que Bettman va pousser les organisations à prendre la décision? Est-ce que Bettman va pousser ces individus-là à se retirer par eux-mêmes, entre guillemets? J'ai hâte de voir, parce qu'on sait pas à quel point ils ont été impliqués. Puis je pense que c'est ça qui est touché dans ce genre d'événement-là qui implique tant de monde à certains niveaux, de près ou de loin. T'sais, on ne sait pas qui est impliqué à quel point. Moi, j'espère, tout ce que j'espère, en fait, c'est un souhait, c'est que la LNH mette ses culottes, que les organisations montrent l'exemple, puis que s'il y a des sentences à donner, ben qu'elles soient données, puis qu'elles soient données de façon exemplaire pour que des histoires de même se reproduisent plus, puis pour donner l'exemple à d'autres circuits. Parce que veux pas la LNH, ben c'est un exemple. C'est le plus haut niveau de hockey au monde. Fait que tu te dois, comme organisation, comme ligue de hockey, comme ligue sportive, de montrer l'exemple. Puis j'espère que la LNH va le faire. C'est la même opinion que j'ai. Faut que Bettman mette ses culottes, comme tu dis, puis je sais pas si ça va être par suspension ou peu importe, là, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, même si ça touche la Floride et Winnipeg. Il faut quelque chose qui se passe. Il faut que ces deux gars-là soient interviewés et tout, là. Comme tu disais, on sait pas à quel point tout s'est passé, là, mais faut en faire un exemple pour créer un précédent. Assez parlé des controverses des dernières heures, en fait. Ça a tout sorti aujourd'hui. Ouais. On va parler plus hockey. Avec Drouin. T'as oublié une controverse. C'est ça, là. Je m'enlignais, je me sortais des controverses, mais en même temps, ça en est une petite pareille. On revient sur le Canadien. Jonathan Drouin qui affirme que Shea Weber part à la retraite. En fait, ça a été dit un petit peu subtil, tu sais, à l'effet que maintenant il scoutait avec Marc Bergevin, qui était impliqué dans l'organisation, mais que c'était quand même assez clair que c'était terminé pour lui. Puis il a dit le mot retraite, en fait. Ouais. Il l'a dit explicitement, puis je pense qu'après ça, il s'est rendu compte qu'il a peut-être fait une petite bourde. L'organisation n'a pas pris de temps avant de réagir. Ça a pris quelques minutes. Ça a pris 6 minutes, je pense. 6. C'est ça.
je pense que c'est assez évident que chez Weber, sa carrière est terminée. Évident, en fait, à quelques exceptions près, il peut toujours revenir. Là. Je pense que là, 1 an et demi, il y avait une rumeur comme de quoi que sa retraite, c'était pas mal là. Puis finalement, il a continué à jouer pareil. Mais... Une semaine plus tard. Ouais, et là, on est plus près que jamais, on s'entend. Ouais, exact. Oui. Mais la façon que Montréal a réagi, pas eu le choix, parce que là, il y a quand même il y a des implications à une retraite de chez Weber. Là. Mais c'est ça, j'étais pas trop au courant des détails que ça implique, et pour le CH et pour visiblement les Preds. Je pense que t'es plus informé que moi à ce niveau-là. Écoute, j'ai lu quelques trucs. Je suis pas aussi... En fait, je suis pas ferré en convention collective de la Ligue nationale. Là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont plus ferrés que moi. Là. Fait que tu sais, j'y vais vraiment en fonction de ce que j'ai lu à certains endroits. Les Preds auraient une pénalité d'à peu près une 23 millions, je pense, en cap recapture. Je pense que c'est le terme, là. Mais écoute, je dis le terme, je sais pas vraiment c'est quoi ça veut dire. Je sais juste que c'est une pénalité sur leur cap salarial. C'est une pénalité qui fait juste augmenter jusqu'à la dernière année du contrat de Weber, qui est genre 20 à 30 millions d'espace. Mais tu sais, si mettons, l'année prochaine, ça serait 5 millions, après ça 10, 15, puis après ça 20. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est une affaire incroyable. La dernière année, si mettons, il prenait sa retraite l'année passée, la dernière année, c'est genre 45 millions, c'est n'importe quoi, là. Fait que, tu sais, plus il attend avant de prendre sa retraite, plus la pénalité va être minime sur la masse salariale. Mais, j'ai pas les chiffres là, en avant de moi, là. Puis il me semble que ça avait été négocié dans la nouvelle convention collective, là, que ça. Ouais, c'est moins pire. Ouais, c'est pas moins pire ou c'est ça. Ouais. C'est encore là, mais c'est moins pire. Ouais. Fait que, tu sais, là, ça, on parle au travers de notre chapeau un petit peu, là. Mais, c'est clair que Nashville, ça l'arrange en maudit que le Canadien l'aille sur sa liste des blessés à long terme. Fait que, tu sais, Drouin, c'est le genre d'affaire qu'il faut pas qu'ils disent, là. La Ligue le sait, là. Tu sais, ça fait 3-4 articles qu'on fait, qui passent sur les réseaux sociaux que la Ligue regarde de près la situation de Weber, puis là, Drouin va dire, tout le monde le sait, non, shit. Non, c'est sûr que t'es pas... Il s'est fait voir après, là. Je pense que c'est Pierre Lebrun qui confirmait récemment que la Ligue avait accepté que Weber soit placé sur la liste des joueurs blessés à long terme. Puis, tu sais, on disait que ça avantage les Preds. En fait, que les Preds sont contents que ce dénouement-là soit celui qui est connu. Mais ça avantage le Canadien aussi parce que si, mettons, puis là, encore là, je pense, là, j'aimais une hypothèse plus qu'une affirmation, mais je pense que si Weber prend sa retraite, tout l'espace permis aux Canadiens de dépasser le plafond salarial en ayant Weber sur la liste des joueurs blessés à long terme, ben ça, tu la perds. Non, mais moi, c'est ça que je comprends pas, dans le sens où s'il prend sa retraite, normalement, le contrat fait pas juste se supprimer, genre. Ben, c'est ça, mais c'est parce que là, présentement, en ayant Weber sur la liste des joueurs blessés à long terme, le CH peut dépasser le plafond salarial. Mais il n'y aurait pas besoin de le dépasser si le contrat de Weber était juste supprimé. Mais non, mais c'est parce que ça te donne... C'est pas bon en maths, là. Ben, en fait, là, check, mettons, là, le Canadien, là, j'ai pas les chiffres devant moi, mais mettons que le Canadien, à date limite des transactions, est à 80 millions, exemple, de plafond salarial. Ben, il peut aller à 7 points quelques millions supplémentaires en ayant Weber sa liste des joueurs blessés, ce qui te permet d'aller te chercher un joueur à date limite des transactions. C'est ce que Lightning a fait l'année passée. Oui, mais le contrat, il compte pas à Weber. Sur 87 millions, le contrat, il est pas là. Il fait juste ajouter un bonus. C'est pour ça que le monde, il paye pour avoir Brett Seabrook ou des affaires de même. Tu les mets dans ton bonus là, pour bonifier ta masse, puis tu vas te chercher d'autres joueurs. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ça. En fait, comme Pascal il dit, c'est exactement ce que le Lightning a fait l'année passée avec Kucherov sur la liste des joueurs blessés à long terme. Ben, on a pu aller chercher des joueurs avec un salaire important. Ils ont dépassé le plafond salarial, mais ils pouvaient parce qu'il y avait un salaire sur la liste des joueurs blessés à long terme, dans le fond. Fait qu'ils pouvaient extensionner leur plafond salarial à plus loin. Fait que si tu enlèves Weber, ben à la date limite des transactions, tu ne pourras pas dépasser le plafond de 7 points quelques millions qui est son contrat, en fait.
Fait que c'est avantageux pour le Canadien de le garder sur la liste aussi. Ouais. Exact. Fait que Drouin, chut. Ouais, c'est ça, là. Ah, il s'est fait taper ses doigts, c'est sûr. Ah, c'est clair. Il a dû s'en rendre compte quand il le disait. Bon, tu sais, Ouais, ben, sérieusement, les journalistes sont comme coincés un petit peu. Là. Il tâtait une réponse. À la fin, il y a une retraite. Ben oui, c'est comme une retraite. Oups. Mais tu le vois dans son non-verbal aussi, là. Tu vois qu'il est comme, oh, fuck. Je pense que je me suis mis dans la marde. Ah, il est venu blâme. Mais si Weber prend sa retraite, puis là, je saute complètement sur l'aspect hockey parce que je pense qu'on a quand même assez parlé du dossier Weber. Mais si je saute au volet hockey, Weber qui prend sa retraite, qui revient pas dans les prochaines années, dans le fond, c'est un peu le principe d'une retraite. Kaden Goulet à Montréal l'année prochaine, est-ce que vous dites oui ou vous dites non, on attend? On verra. Ben, ça, on verra selon son développement cette année. Puis, mais avoir sa courbe de progression, un groupe de mots que j'aime beaucoup, courbe de progression. C'est une courbe de progression qui est très intéressante. Depuis son draft et depuis son année 16 ans junior. Donc, si on suit cette courbe-là, ne serait-ce qu'un peu, normalement, il est calibre LNH. Là. Comme on le disait cette année, il aurait pu jouer dans LNH sans avoir l'air fou. Là. Fait que pour moi, c'est un no-brainer que je serais bien surpris là, qu'ils doivent passer par Laval longtemps. Il va être protégé comme Suzuki était protégé, puis il fera sa courbe de progression tout seul. Ils montreront dans les échelons. Déjà, mettons que si on compare au jeu de Romanov, mettons, lui, Romanov aurait peut-être besoin de jouer à Laval comme je miracule pas, là. Il aurait peut-être besoin un petit peu pour encore plus s'accoutumer au jeu défensif nord-américain. Goulet, ça fait longtemps qu'il sait comment que ça fonctionne. Puis il y a déjà un style qui s'y est plus à ça. Fait que, moi, j'ai aucune misère à penser qu'il va jouer dans la nationale de hockey l'année prochaine. Sinon, t'as Harris, t'as Struble, t'as Romanov, t'as plein d'autres défenseurs. T'as Norlinder. Non. Fait qu'on verra. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Shea Weber va être le prochain directeur général du Canadien? Ah, c'est ça. J'ai un doute. Mais je connais pas assez son background au niveau... je pense pas qu'on puisse devenir DG en claquant des doigts, là. Mais je serais pas contre une job de coach. Je pense qu'il y a l'intelligence, puis je pense qu'il y a le leadership pour être un entraîneur. Mais DG, je sais pas. En fait, c'est sûr que ça sera pas le suppléant à Marc Bergevin. Non, il va sûrement travailler dans le personnel des joueurs. Ouais. Un genre de... comme un peu le poste à Francis Bouillon. Exactement. C'est ça, au développement des joueurs. Ça serait pas mauvais, ça. On parle de Marc Bergevin et de son remplaçant Weber. Mais si ça arrive, je vais tellement rire. Mais non, il faudrait que Weber apprenne le français. ça marche pas, même. Ouais, non, oublie ça, ça marche pas partout. Maintenant qu'on sait que Marc Bergevin sera pas le remplaçant à Chicago, parce qu'avec la controverse qui est sortie aujourd'hui, ça a été très explicite que les 139 personnes qui étaient impliquées, intimées, témoins, peu importe, toutes les personnes d'organisation qui étaient mêlées à cette histoire-là ne remettront jamais les pieds avec les Blackhawks. Donc, comme Bergevin était directeur des joueurs professionnels, je pense que c'est ça le titre en tout cas, avec les Hawks cette année-là, ben, c'est sûr qu'il ne sera pas DG là-bas. Yvon Penneau, il a dit que oui. En tout cas, j'ai rien dit. Pensez-vous que Jeff Molson va finalement closer le dossier? Est-ce que ça vient enlever une option dans la poche arrière de Marc Bergevin qui va peut-être le pousser à re-signer à Montréal? Ben non, il vend l'équipe, Jeff Molson. Ouais, c'est où ça? C'est quoi cette rumeur-là? Il y a du monde qui m'en parle. Je sais même pas d'où ça sort. Je sais pas en tout, ça sort. Je sais que Jeff Fillion en a parlé. Ok, laisse-le d'abord. Rien dit, man. C'est beau. Non, mais il y a quelqu'un d'autre aussi. Si-tu... Ok, 30, tu vas me dire? Bref. Non, mais je pense que... je suis pas assez sûr, mais en tout cas, je vais continuer de jaser, je vais faire une recherche. C'est bon. Je sais que Dan Pou à Radio de Québec a dit que Patrick Roy avait rencontré Jeff Molson.
Je sais pas si ça faisait partie de la même rumeur, mais Patrick Roy a réfuté cette rumeur-là, a mentionné que c'était pas vrai. Il en a ri un peu aussi. Ouais. Mais honnêtement, moi, une rumeur de hockey provenant de Jeff Fillion, j'ai mes petits doutes. Pas mal aussi. C'est Martin Lemay qui aurait, sans nécessairement dire ça ou lancer une rumeur, qui a comme soulevé l'hypothèse, mais en tout cas, fait que c'est pas, non, en effet, je lançais plus une blague. Mais tu sais, il y a plusieurs façons de voir le dossier Jeff Molson puis Marc Bergevin. Tu sais, est-ce qu'ils attendent vraiment à la fin de la saison pour re-signer pour avoir son prix ou pour aller ailleurs? Ou bien ils attendaient l'enquête par rapport à Chicago avant de le signer, savoir s'il était impliqué. Ça se pourrait, ça aussi. Si tu le signes, puis en fin de compte, il était impliqué dans les allégations pour à Chicago, puis tout, c'est comme, ben là, je t'ai signé, fuck, tu sais. Ou ben, tu sais, il veut pas revenir. Tu sais, il y a plein de façons de voir la chose. Moi, personnellement, je pense pas qu'il va revenir. Comme j'ai dit souvent l'année passée, au suivant. En plus, j'avais dit que la seule affaire qui ferait peut-être revenir Bergevin, c'est de se rendre en troisième ronde ou en finale de la Coupe Stanley, puis pas la gagner, parce qu'il y a le sentiment de devoir accompli inachevé, là. Enfin, pas accompli. Et en fin de compte, ben, c'est pas ça qui est arrivé, mais un peu quand même. Je pensais vraiment pas qu'elle allait se rendre jusque-là. Mais il y a quand même des candidats, là, fait que on verra. Mais c'est parce que, tu sais, quand ils disent qu'ils vont pas négocier avant, genre, début juillet, c'est parce que tu peux pas faire ça, là. Mais non! Tu peux pas arriver le 1er juillet puis être à quelques jours des joueurs autonomes, puis avec ça, t'as le draft à Montréal. Ça marche pas, ça marche juste pas. Il faut que tu t'entendes avant, puis il faut que tu aies une transition d'entamer au cas où. Ça marche juste pas. Fait que si vraiment, on se dit, on négocie pas jusqu'au 1er juillet, je comprends pas s'il reste après ça. Ça fait pas de sens. Juste pour faire des échanges. Tu sais, pour négocier avec des autres DG, il dit, ben, tu sais, je veux je vais échanger mon premier choix puis un prospect contre tel joueur. Comment Jeff Molson, il veut dire, ouais, mais tu sais, t'en reviens pas. Pourquoi je te dirais oui à cette trade-là? Tu sais, Suzuki, quand il l'a signé, c'est juste normal qu'il signe. C'est Suzuki, c'est le premier centre de l'équipe. C'est un bon contrat puis tout, c'est bien correct. Mais pour tout le reste, s'il revient pas, je trouve ça un peu nébuleux de pas le signer avant ça. C'est des grosses décisions. Tu sais, même si c'est juste les Konen, Kulak, ces affaires-là, ben ça demeure des grosses décisions pour le futur de l'équipe. Puis, tu sais, le draft à Montréal, quelle bonne occasion de présenter un nouvel état-major, mettons, aux partisans et tout, là, tu sais, pour recommencer à neuf. Est-ce que ça va être un Québec? Tu sais, Martin Lapointe ou des gars à l'interne qui vont prendre sa place? Trevor Timmins? On verra. Mais, tu sais, personnellement, je le vois pas finir à Montréal, surtout avec le début de saison qu'ils ont. Et d'après moi, ça va se faire bientôt, je sais pas, là, mais ça rajoute. C'est pas sérieux, je trouve, un DG qui reste avec une année. Honnêtement, si Marc Bergevin, tu sais, à mon avis, là, si Marc Bergevin, son dossier, là, le dossier Marc Bergevin, s'il n'est pas réglé au mois de janvier, puis je donnerais, mettons, une date limite en février. En fait, une fois la date limite passée, là, je sais pas cette année s'il est en février ou en mars. On va dire à date. On va dire à date limite. Ouais, c'est tout le temps ma fête. Hein. On va dire à la date limite des transactions. Là. Si Jeff Molson n'a pas réglé ce dossier-là, c'est une erreur, une bourde monumentale. Tu ne peux pas arriver avec un repêchage à Montréal puis un nouveau DG que tu n'as pas donné le temps de se préparer, tu n'as pas donné le temps d'évaluer les besoins, à moins d'avoir quelqu'un à l'interne. Mais encore là, tu sais, je veux dire, tu peux pas arriver un mois avant le draft puis sortir un nouveau DG. Moi, dans ma tête, c'est inconcevable. Surtout si tu vas chercher quelqu'un à l'externe. Si c'est Martin Lapointe, je serais peut-être prêt à le comprendre. Mais si tu vas chercher quelqu'un à l'externe, tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de la décision qui va être dictée par les performances du Canadien. Comment on va aborder la date limite des transactions, tu sais, ça sera à voir. Mais pour moi, arriver à l'été, si c'est vrai qu'ils veulent renégocier en juillet,
si tu arrives au draft avec un DG que son avenir est incertain avec l'organisation, c'est une erreur capitale. C'est inconcevable pour moi. Tu sais, si Bergevin s'en va, moi, personnellement, je passerais à gratte dans le développement des joueurs. Pas dans le développement des joueurs, mais dans le recrutement et tout. Timmins, c'est pas qu'il est nécessairement mauvais, là, mais tu sais, avec sa feuille de route avec le Canadien de Montréal depuis que Bergevin est là, tu sais, depuis 2008-2009, ça n'a pas vraiment de bon sens. Là. Fait que là, tu sais, moi, personnellement, c'est plus lui qui partirait que Bergevin, là. Mais probablement que Bergevin veut pas, là. Fait que, tu sais... Ben, ça me fait penser, Pascal, j'ai vraiment aimé l'intervention à Luc Gélina, moi, à Radio X. Oui, ben oui, j'ai vraiment aimé ça, moi aussi. Dans l'émission de Moret, on le rappelle, Luc Gélina donnait une chronique, en fait, avec Anthony Marcotte. Puis, Gélina soulevait un froid entre Molson, un froid possible entre Molson et Bergevin. Puis, ça serait issu du draft. Ça, je pense que c'est une histoire qui a quand même déjà circulé au sujet que la sélection de Logan Mailloux était connue une semaine avant le repêchage. Gélina avance qu'il y a une personne qui se serait levée et qui aurait dit que c'était la pire idée à faire. Puis Marc Bergevin et son équipe ont quand même procédé. Puis on a vu ce que ça a fait. Molson n'était pas content. Et Luc Gélina soulève la possibilité que Molson ait été en sacrament après Bergevin. Puis il avance même que peut-être il aurait demandé à Bergevin de clairer Timmins parce qu'il en avait assez de le faire mal paraître. Puis que Bergevin aurait refusé. Mais ça, c'est vraiment une spéculation, là. Puis je veux dire, Luc Gélina l'a mentionné, là. C'est une hypothèse. Il avance des choses. Puis c'est pas un gars qui invente des affaires nécessairement habituellement. C'est pas le gars non. Qui fait des rumeurs. Là. C'est juste qu'il a dit quelque chose, puis c'est sa façon de voir. Je pense que ça part un peu de là aussi, justement, la rumeur du Canadien en vente. De ce possible froid-là, de l'impact que ça peut avoir sur l'image du CH, sur l'image de Molson. Je pense que, en fait, pas je pense, il y a clairement un lien entre les deux, là, du moins entre le fait de soulever la rumeur. C'était pas pire, la pire été que tu pouvais avoir après une finale à la Coupe Stanley, sérieusement. Hey, c'était depuis pas facile, la finale, là, c'est fou, là, les mauvaises nouvelles, puis les scandales, tu sais. On a déjà vu pire, là, dans d'autres sports, là, mais tu sais, c'est fou à quel point... On a vu pire hier. 2 bières dans les mains c'est ça. Le soir avant un match. Ça, c'est un goutte scandale. Qui fait déborder le bocal, comme dit Matt. C'est fou, pareil, en tout cas. C'est pas un bel été, puis c'est pas un bon début de saison, puis on s'en attendait pas mal tout. Fait que, on doit voir ce qui va arriver, si la gratte va passer. Ben, c'est parce que là, à un moment donné, on commence à mettre les pièces du puzzle ensemble. T'as l'histoire de Luc Gélina qui, à mon sens, est quand même plausible. T'sais, on ne le saura jamais vraiment, mais c'est quand même plausible. Fait que t'as ça. Après ça, t'as Marc Bergevin que là, finalement, ça ira plus à Chicago. T'as des rumeurs de vente. Si il y a un froid entre Molson et Bergevin, c'est clair que Timmins est impliqué là-dedans. Fait que Timmins, DG du CH, oubliez ça. Puis si Bergevin ne signe pas à Montréal, toute la sphère de développement s'en va, là. Ça, c'est très clair. Puis on a eu Martin Pouliot sur le podcast qui nous le disait. Très souvent, les DG traînent leur chum, leur connaissance, en fait, leurs proches au niveau du développement parce que c'est une question de confiance, le recrutement. Ouais. Fait que c'est clair que si Bergevin saute, tout le monde va sauter. Ça, c'est sûr, à mon avis. Là. Je penserais pas que Timmins va rester sous les ordres de Martin Lapointe, surtout si l'histoire est vraie et que Molson est en crise parce que Timmins l'a fait mal paraître depuis des années. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, tu sais, un de mes candidats préférés, c'est Martin Madden, hein, Martin Madden Jr., qui est chez les Ducks. Il déteste pas nécessairement la LHJMQ, mais c'est pas l'équipe qui en draft le plus, là, malgré que Benoît Olivier. Ouais, mais au moins, ils font des bons pics. Exact. Au moins, les pics, au moins un, à date, là, de ce que je vois, il y a au moins 1 à 3 joueurs chaque année, des fois 4, qui jouent dans la nationale comme réguliers.
ce qui n'est pas le cas pour les Canadiens de Montréal, sauf le draft de Pacioretty, genre. Fait que, tu sais, ça ferait du bien de trouver des solutions à l'interne. C'est pour ça que quand j'avais fait le texte sur le possible remplaçant de Marc Bergevin, qui va être d'actualité de toute la saison, probablement, là, qui était mon candidat numéro 1 parce qu'il remplissait tous mes critères. Alors, il est québécois, parle français, évidemment. Il a une expertise dans le recrutement puis dans le développement des joueurs. Fait que, puis il y a de l'expérience. Il y a beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Fait que, peut-être moins bon dans les trades comme Bergevin, on verra là. Mais au moins dans le recrutement, il serait bon. Là, les Hawks vont chercher un DG, puis honnêtement, je pense pas que le coach survive à ce changement-là parce que l'équipe va tout croche. Ouais. Honnêtement, tu sais, la sanction que Stan Bowman, ben, il est parti de lui-même, mais il allait se faire mettre dehors. Là. La sanction qu'il a reçue, là, ça aurait tellement bien fait que les Hawks se soient débarrassés de Stan Bowman cet été quand le scandale a sorti. Ben oui. T'aurais évité Seth Jones, t'aurais évité Fleury, là ça va pas bien, t'aurais évité Johnson, t'aurais évité d'encore tourner dans la même roue comme d'habitude, puis procéder vraiment à des changements radicaux. Stan Bowman, je le déteste. Fait que à chaque fois qu'il prend une grosse décision, c'est jamais une bonne décision. Il fait juste couler cette équipe-là. Personnellement, je suis vraiment content que ce gars-là parte. Puis que si, mettons, Taze et Kane s'en vont, sont vendus à des équipes qui ont plus de chances de faire la coupe, malheureusement pour ton take de marde, Maxime. Ben, je suis content que c'est pas lui qui le fasse, la vente. Que ce soit un autre qui est plus compétent. Ce qui m'amène à vous poser une question, les boys. Oui. Parce que j'ai posé la question sur nos réseaux sociaux. On est encore dans les controverses parce qu'on s'est fait trasher un peu dans les commentaires. Parce que, tu sais, c'est plus correct de discuter d'une transaction. Hey, on s'est même fait dire qu'on avait écrit un article de marde. C'était avec une photo. C'était avec une photo puis c'était un sondage. Il n'y a même plus moyen d'avoir des discussions sur les réseaux sociaux sans se faire trasher. Docteur Obvious. Ouais, c'est ça. J'ai lancé la question sur les réseaux sociaux. Évidemment, là, je suis parfaitement conscient que c'est tôt pour juger de la transaction de Seth Jones. C'était plus dans l'optique qu'on spécule sur éventuellement, est-ce que ça va devenir une future transaction comme celle d'Erik Karlsson, mettons? Mais je vous lance la question, les boys. Laquelle des transactions est la pire? Celle d'Erik Karlsson vers les Sharks ou celle de Seth Jones vers Chicago? Personnellement, mettons, si je me ramène au moment des transactions, au moment de faire la transaction pour Erik Karlsson, je trouvais que c'était vraiment peu cher payé, personnellement. Là, avec les San Jose, après ça, qui a vraiment été mauvais dans les années qui ont suivi, ben ça a fait en sorte que ça a coûté quand même cher au bout de la ligne. Norris, qui s'est vraiment bien développé, ils ont repêché Stützle, les Sénateurs. Donc, ça fait mal, personnellement, je trouve, cette transaction-là. Et je crois que celle de Chicago va faire encore plus mal. En raison du scandale, en raison du départ de Stan Bowman. Ça n'aurait jamais dû être fait, cette transaction-là. J'aime bien Seth Jones, puis je sais que le monde, il trash un peu, le monde qui aime les stats avancés. Ah, mais il est pourri cette année. Ouais, cette année, il est vraiment pourri. Ben, il fait pitié. Comme toute l'équipe, en fait. Là, l'équipe au complet fait pitié. Mais tu sais, avec ce qui a été repêché, on sait déjà que Cole Sillinger va être bon. Tu sais, Chicago n'était pas une équipe qui pouvait aspirer nécessairement à la coupe, sauf pour Maxime. Fait que tu sais, on voyait déjà pourquoi tu achètes un gros joueur. C'était comme un peu... C'était dangereux. T'sais. Oui, il est top 2 protected, ton top 10, ton pick l'année prochaine, mais dans 2 drafts qui sont vraiment bons, dangereux. Oui, vas-y, Max. Ben, moi, je peux me vanter d'être dans le petit nombre de personnes qui trouvaient que les Sénateurs avaient fait un bon coup dès le début pour dans l'échange Erik Karlsson. J'aimais bien Norris, j'aimais bien DiMello aussi, qui était un morceau de cette transaction-là très sous-estimé. On n'en parle plus aujourd'hui, puis avec raison, parce qu'il n'est plus avec les Sens. Mais au moment du trade, DiMello, moi comment je le voyais,
ce gars-là, c'est très, très loin d'être un Erik Karlsson, mais peut, dans une certaine mesure, prendre sa place dans le line-up. Puis après ça, ce que t'as, ben, c'est du bonbon. C'est Norris, c'est le pic. Fait que moi, dès le début, je trouvais cet échange-là quand même bon. Finalement, il est devenu très bon pour les Sens. Ouais. Parce que, ben, premièrement, le pic qui est devenu Studley, je pense qu'on pouvait même pas s'en attendre. Là. Moi, pour moi, si le pic avait été 20-25, là, c'était déjà un bon move. Là. Fait qu'il devienne un Studley, c'est wow, là. Puis maintenant, quand je me ramène sur le coup au trade de Seth Jones, je me souviens pas exactement de comment j'ai réagi. Mais je pense que je trouvais que c'était un excellent retour pour les Jackets, surtout considérant qu'il allait pas revenir, qu'on savait qu'il quittait. Ouais. Je trouvais que les Hawks avaient peut-être un peu payé cher, mais sur le coup, j'étais pas prêt à dire non plus que c'était un mauvais move. Moi, je pense que je trouvais sur le coup que c'était vraiment un bon move pour les deux équipes, dans le sens où, moi, contrairement à beaucoup de gens, je vois encore les Hawks, en tout cas, je voyais encore les Hawks comme des contenders. Fait que, dans cette optique-là, que tu te dis, OK, on y va pour une dernière shot avec Kane pis Taze, ce qui est pas une mauvaise façon de penser. Taze en pleine forme, c'est un des meilleurs centres complets de la Ligue nationale. Kane en pleine forme, c'est fucking Patrick Kane. Ouais, c'est ça. T'as DeBrincat, t'as une couple de jeunes intéressants, t'as une défensive qui a bien de l'allure aussi. Tu vas chercher Fleury, qui devrait être bon. Là, c'est un début de saison désastreux. Mais quand je check ça en ensemble puis que j'oublie un peu, j'essaie de mettre de côté le début de saison de marde de Seth Jones puis des Hawks, ben je trouve que c'est un bon move. Maintenant, j'ai regardé un peu les Hawks, pas tous les matchs, mais je pense que j'en ai regardé au moins 2. Oui, c'est difficile, mais contre les Wings, ils ont tellement pas été chanceux. Ça avait même pas de bon sens, là. C'était d'un ridicule. Tout allait tous les bons chanceux allaient en faveur des Wings. Puis je sais que c'est la même affaire qui est en train de se passer à Toronto. Là. Ils ont un début de saison désastreux. Ouais. Mais on dirait que quand je regarde, je suis comme, ben voyons donc, cette équipe-là est aussi malchanceuse. C'est, la game en particulier contre les Rangers, là, qui ont perdu en prolongation, là, ça avait aucun bon sens. La POC, Shesterkin a été sensationnel. Mais la POC refusait d'entrer dans le filet des Rangers. C'était ridicule. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, en ce moment, on va se rappeler on va remettre certaines choses en contexte. Là. En ce moment, les Sabres de Buffalo sont en série. Le Lightning de Tampa Bay a mangé une volée hier contre les Sabres de Buffalo. Le Lightning de Tampa Bay est hors des séries. Tu sais, juste ça, on va juste se dire, regarde, il y a combien de matchs de fait? 5, 6, 7 pour les équipes, là? Ouais. Et oui, en ce moment, Seth Jones, ça paraît pas brillant. Vraiment pas pour les Hawks. Pour, 1, ses performances à lui, 2, les performances de l'équipe. On en rejasera après 40 games. Parfait. Parce que Seth Jones, il l'a déjà montré. Seth Jones, là, je m'en fous complètement des statistiques avancées qui disent que c'est une merde, là. Seth Jones, c'est un des meilleurs défenseurs de la LNH. Est-ce qu'il est surpayé? Est-ce que les Hawks sont surpayés pour faire son acquisition? Peut-être. Mais Seth Jones est un des meilleurs défenseurs de la LNH, puis ça, je changerai pas d'idée là-dessus avant au moins la fin de la saison. Fait qu'on en reparlera, mais pour l'instant, je suis pas prêt à tout de suite dire, comme je vois beaucoup, que c'est un trade désastreux. Est-ce que c'est un bon trade pour les Jackets? Ben oui, il allait le perdre. Oui. Il allait le perdre sur le marché des joueurs autonomes. Ouais. Est-ce que pour autant, c'est un mauvais trade pour les Hawks? Non. Si les Hawks font les séries puis se rendent en finale, puis est-ce que ça va être encore un mauvais trade? Je pense qu'il faut attendre puis d'avoir un peu plus de contexte. Erik Karlsson, maintenant, aujourd'hui, on est quoi, 2 ans plus tard? 3 ans? En tout cas, je sais pas. Une couple d'années plus tard, là, on peut le dire que c'était un mauvais trade. Seth Jones, attendons un petit peu. Puis justement, tu sais, moi, ne sois pas long, Matt. Stan Bowman, je le déteste. Ça me faisait un peu suer de détester les Hawks. Parce que c'est une équipe qui est tellement le fun à aimer. Là. C'est vraiment les Canadiens de l'Ouest, à mes yeux. Dans le fond, pas pour dire que c'est une organisation que ça ressemble, mais c'est au niveau de l'histoire, puis il y a des bons joueurs qu'il y a dedans. Sauf que là, les Canadiens n'ont pas de bons joueurs comme eux autres. Là. Mais c'est comme mes Canadiens de l'Ouest. Là. J'adore les aimer. Mais avec Bowman, j'ai détesté. J'étais plus capable de les voir. Tous les mots qu'il faisait, c'était pas bon. Donc, on verra pour la suite. Je pense aussi que la transaction de Jones, c'est assez évident là, que c'est tôt pour en parler. Ce qui me faisait rire dans les commentaires, c'était surtout que
on disait qu'il était très tôt pour juger de Seth Jones, mais l'autre argument après, c'était de dire qu'Adam Boulgvis, il était pas bon. Là, on peut être conséquent quelque part, là. Ouais, c'est ça. Je pense que la transaction des Jackets et des Hawks a le potentiel d'être plus dommageable que celle de Carlson. Parce que Sillinger, c'est un espoir que j'aime beaucoup. On en a parlé souvent, Pascal. Là. Ah oui. Présentement, Sillinger démontre qu'en étant le plus jeune joueur de la Ligue nationale, il est capable de tenir son bout avec les pros. Puis j'adore ce que je vois là, présentement. On a vu le vidéo qui renverse Pavelski, puis après ça, il y a un joueur des Stars qui s'en vient sur lui, drop les gants, il se défend, il sacre à terre. C'est un gars de même, Sillinger. Ouais. En plus d'avoir un tir dévastateur puis d'avoir un talent de marqueur. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, je pense... Écoute, j'ai pas assez scouté Stützle pour vrai, là, tu sais, je veux pas m'avancer. Est-ce que Stützle est meilleur que Sillinger? Mettons qu'on prend les joueurs, là, les acquisitions de ces deux échanges-là, puis on les compare une à une. Je pense pas être en mesure encore de dire que Sillinger est meilleur que Stützle, bien que je préfère Sillinger pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est vraiment puis je l'ai plus scouté, fait que c'est normal que je l'apprécie plus. Mais reste que si le choix 2022 est pas top 2 protected, mais qui est quand même dans le top 10, on parle d'un ça après bon choix là, pour Columbus qui s'en vient. Un très, très bon choix. Puis tu sais, Adam Boulgvis est encore un jeune défenseur que je crois est capable de tenir son bout dans la Ligue nationale. Puis le choix de deuxième tour a été échangé pour aller chercher Jake Bean. Donc, Jake Bean s'est amené à Columbus, un bon défenseur qui peut rendre de très bons services aussi. Un bon début de saison, Jake Bean, en ce moment, il me semble. Exact. Fait que, tu sais, quand on regarde la transaction avec Erik Karlsson, il reste encore Josh Norris, il reste Chris Tierney, qui devrait en être à ses derniers 1000, à moins que je me trompe. Max, tu crois-tu que Tierney soit encore là pour quelques années à Ottawa? Ben, en tout cas, en ce moment, c'est le deuxième centre, puis je pense que DJ Smith l'aime pas mal, là. Puis DJ Smith, quand il aime quelqu'un, il l'aime. Ouais. Quand il l'aime pas, ben, il l'aime pas, hein? Le contraire est aussi vrai. Il se pète les dents dans les américaines. Ouais. Faut juste que je passe un commentaire vite fait, là. Josh Brown, là. Sacrement! Mais je l'aimais, moi, l'année passée. Je moi le trouvais pas pire pour je l'ai défendu à la fin de l'année passée quand tout le monde le bâchait. J'étais comme, regarde, finalement. Mais cette année, là, hier, là, ça allait vite pour Monsieur Brown. Là. Puis même, je pense que c'est Mété qui a eu un match assez rough. Là. Ben, je pense que les deux défenseurs ont même pas joué 10 minutes dans la game. Ça se peut-tu? J'ai vu passer ça sur Twitter. J'ai pas regardé le match. Je l'ai regardé le match, mais j'ai pas remarqué ce détail-là. Là. Mais pour Brown, ça allait vite. Là. Ouf! Ce qui fait mal paraître la transaction, pour en revenir là-dessus, ce qui fait mal paraître la transaction d'Erik Karlsson, c'est que le Suédois a été pourri là, quand il est arrivé avec les Sharks. C'est son contrat. C'est son contrat. Il est payé quoi? 11 millions, je pense? 10,5? 10,5. En tout cas. C'est un contrat épouvantable. Là, puis c'est sûr que ça vient un peu ternir la transaction. Si je vois avec les résultats quand on l'a posé la question sur nos réseaux sociaux, on avait à peu près 84% des gens qui disaient que c'était la transaction de Karlsson. On avait 84% des gens qui disaient « Allez chier, vous êtes pas ouais, il y avait beaucoup, c'est ça. Il y avait beaucoup de... Alors, on n'a même plus le droit de poser des questions sur les réseaux sociaux. Puis c'est drôle, quand ces gens-là t'insultent, tu leur réponds, puis là, c'est toi le méchant parce que tu leur réponds. Parce que, tu sais, répondre à... Tu sais, écrire de la merde sur une page Facebook, c'est acceptable, mais si la dite page répond, ça, c'est la fin du monde. 11,5 son cap hit. Ouais, c'est ça, mais c'est très lourd. Ouais. Puis, voyez-vous, sur Twitter, le résultat, c'était 62,3% pour Erik Karlsson. Fait qu'il y avait plus de gens sur Twitter qui disaient que la transaction de Jones allait être plus dommageable.
C'est sûr que l'avenir nous le dira, là. Il est encore tôt. Je pense quand même que la transaction, même si présentement, à ce jour, mon vote va pour la transaction de Carlson, je pense que d'ici 2 ans, on pourrait parler de la transaction de Jones comme étant une transaction à la Carlson. On s'en reparle dans 2 ans. Exact. Max, t'as parlé des Leafs tantôt. Qu'est-ce qui se passe avec les Leafs, honnêtement? Là, il y a des rumeurs que Mitch Marner est écœuré et qu'il veut s'en aller. Rumeur lancée par Renaud Lavoie. Ben, ça tombe bien. Les fans des Leafs veulent l'échanger contre un paquet de bâtons. Ben, c'est un des pires joueurs de la LNH, Mitch Marner. Ça n'a pas de sens. Tu sais, ils ont, honnêtement, moi, je suis pas du genre... premièrement, je suis pas un partisan fervent du Canadien de Montréal. Puis je suis quand même assez... j'ai un regard extérieur sur ces rivalités-là. Là. Mais pour moi, les partisans du Canadien et les partisans des Leafs, c'est la même affaire. Là. Même affaire. C'est la même affaire. Chacun voit au travers ce qu'il n'aime pas de l'autre, mais ils font toutes la même affaire. Mais oui. Mitch Marner, c'est un des meilleurs, c'est top 5 alliés de la LNH. Là. Ben, il est complet. Il est vraiment complet. T'sais, oui, il est petit, c'est pas le gars le plus dévoué physiquement, mais il peut pas. Mais son intelligence compense vraiment un beaucoup. Joueur sensationnel. Ouais. Puis, rappelez-vous, quand William Nylander avait fait sa grève, puis je pense que la fin de saison avant, en fait, non, c'est quand il est revenu au jeu, il était pas super bon. Puis même la saison d'avant, on se questionnait, est-ce qu'on le garde? C'était le premier gars que les partisans voulaient échanger. Puis soudainement, Nylander joue bien. Ah ben c'est parfait. On va échanger Marner à la place. Honnêtement, le pire move qui a été fait par les Leafs, c'est pas d'avoir signé Marner au gros prix. C'est pas d'avoir signé Austin Matthews. C'est Tavares. Ouais. Ah, ce gars-là, moi, j'aime pas lancer des hypothèses comme ça, sans fondement, puis tout ça, mais je commence à penser qu'il porte la poisse un peu, comme j'écrivais sur Twitter. Là. Hey, honnêtement, là, avec les Islanders, ça allait de nulle part. Puis, il s'en va, les Islanders deviennent une équipe aspirante. À la finale, tout au moins, là. Les objectifs sont gros avec les Islanders depuis que Tavares est parti. Puis à Toronto, les objectifs sont gros, puis depuis que Tavares est là, on est très loin d'y accéder. C'est-tu le pire move, à votre avis, des Leafs, d'avoir tout bâti, dans le fond, d'avoir tout mis les œufs dans le même panier en ayant ajouté Tavares à ça? Ça aurait été défenseur. Oui, mais c'est dur à dire dans le sens que là, tu avais l'opportunité de, entre parenthèses, gratuitement, là, je veux dire, le coût, c'est l'espace sur ta masse, là, mais de gratuitement mettre la main sur un joueur élite, j'aurais mal vu les Leafs lever le nez là-dessus. C'est juste cet espace-là ferait tellement bien sur un défenseur qui est numéro 1 ou 2, là, mais je comprends, c'était dur de dire non, Tavares, on n'a pas besoin de toutes les équipes, on aurait besoin à ce moment-là, mais là, avec les 3 autres joueurs qui sont payés vraiment beaucoup, ça devient lourd là, pour l'équipe. Là. Fait que là, ça fait 3 ans peut-être que c'est notre année, sinon il faut faire le ménage. C'est notre année, sinon il faut faire le ménage. Là, j'espère qu'ils vont faire le ménage bientôt parce que là, mais qu'est-ce que tu veux faire comme ménage? J'ai aucune idée. Ils sont trop payés cher. Ben c'est ça, tu peux pas échanger Tavares, t'échanges pas Matthews, t'échanges pas Marner, Nylander, tu l'échanges pas, c'est quasiment ton meilleur joueur en ce moment. Ouais, je sais. Tu peux même pas faire de ménage. C'est en haut. Tu continues d'essayer avec ce groupe-là, t'as pas le choix de faire ça, puis dès à un moment donné, j'imagine tu vas tomber sur la formule gagnante. Mais, tu sais, en ce moment, tu demandais la question initiale, Matt, c'était qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi je l'ai dit, j'ai écouté le match contre les Rangers, puis c'est juste... C'était vraiment, tu peux le voir de deux côtés, soit ils sont vraiment pas chanceux, puis je pense que c'était le cas, mais il y a un côté aussi où tu capitalises pas, tu sais, je veux dire, la chance, tu l'as fait à un moment donné aussi, là, tu sais, avec autant de talent, si t'es bien censé avoir une force, ben c'est de capitaliser sur tes chances. J'ai bien aimé la statistique avancée, puis tu sais, je suis pas un fan non plus de ça,
mais j'ai bien aimé la statistique avancée qui vient un peu appuyer tes observations, en fait. C'est G-Fresh qui a sorti ça sur Twitter. Il disait que, dans le fond, selon ses calculs, le nombre de buts marqués en fonction du nombre de buts attendus, en fait. Les Leafs étaient à moins 9,9 avant leur dernier match. Ça veut dire qu'ils ont fait pas loin de 10 buts en bas de ce qu'ils auraient dû faire. Ce qui te change solide. C'est énorme, là, honnêtement. Ouais. Sur 5 matchs? Ça vient littéralement appuyer ce que tu dis au niveau de l'opportunisme. Ça rentre pas. À un moment donné, ça rentre pas. C'est pas qu'ils essayent pas, c'est que ça rentre pas. Mais les dieux du hockey, là, ils vont revenir à un moment donné. Là. Puis ça va fonctionner. Mathieu, c'est un gars de 40 buts. Là. Puis il va probablement faire encore 40 buts là, cette année. Là. Fait que tu sais. Marner, c'est un gars de 100 points. Il fera pas 25 points cette année. Ça revient un peu. Je ramène ça aux Hawks. Les Hawks veulent pas. Mettons qu'on prend juste Fleury. Là. Fleury, c'est pas un goaler de la qualité médiocre qu'on voit depuis le début de l'année. Fait qu'à un moment donné, l'équilibre va se refaire. Les Sabres, c'est pas une équipe de série. Les Bulls, le Lightning, c'est pas une équipe hors des séries. Tu sais, là, on parle, il y a 5 matchs de fête. Le Canadien, quand il était 0-5, là, je veux bien croire que ça sera pas nécessairement facile cette année. Mais Ducharme avait raison quand il disait on n'est pas une équipe 0-5. Ben non. Mais non. Tu sais, moi, le chiffre magique pour moi, à partir duquel, dans une saison, tu peux commencer à soit t'inquiéter, soit être bien heureux, là, 20 matchs. Pour moi, à partir de 20 matchs, l'échantillon, tu as le quart de la saison, là, tu peux commencer à avoir une pas mal meilleure idée. Les choses peuvent encore changer, rien qu'en masse. À partir des fêtes. À 5-10 matchs, c'est dur, là. À chaque quart de saison, là, c'est pas mal. C'est ça. Je pense que c'est une bonne marque à avoir. À 20 matchs, le Canadien est 3 victoires, 17 défaites. OK, bouton panique. Pète-le, le bouton panique. On oublie de mentionner Vegas dans le lot aussi, hein, qui est une victoire, 4 défaites présentement. Ben, les blessures, en ce moment, à Vegas, Pacioretty et Stone sont encore blessés, je pense. Ouais, ils sont encore blessés. Tu sais, en ce moment, tu checkes le classement, là. Hey, moi, je mettrais bien de l'argent sur la table, puis ça sera pas vraiment à ce que ça ressemblera pour Seattle. Sauf pour Seattle. Pas mal, leur fiche représente bien l'équipe. Oui. Mais tu sais, les Sabres, je veux bien, tu sais, ils jouent en équipe, ils jouent du hockey inspiré, puis sont le fun à voir aller étrangement. Ouais. Mais ça durera pas toute l'année. Si oui, ben je m'excuse aux Sabres là, de vous avoir sous-estimé, mais Colin, toutes les notions hockey que j'ai me disent que ça pourra pas durer, là, on s'entend. Les adversaires, maintenant, ils vont reprendre de l'exécution puis tout, là, c'est juste ça. Tu sais, on regarde le classement, puis Vegas, bon dernier dans leur division. Après ça, ben, on parlait des Bolts, on parlait du Canadien. C'est des équipes qui se sont rendues loin en série là, l'année passée. Là. Puis je l'ai vécu un peu en étant partisan des Pingouins. Les années qu'ils ont fait leur repeat, ça n'a pas été facile les débuts de saison à Pittsburgh, là. Mais vraiment pas. Là. Puis Dallas, l'année passée, dans la bulle, en fait, en 2020, se sont rendus en finale. Ils n'ont même pas fait les séries l'année passée. Puis c'était le même club. Fait que c'est difficile de se rendre à la finale de la Coupe Stanley. C'est difficile de se rendre à la finale de conférence. Tu as moins de temps de récupération à l'entre-saison. Plus de blessures à guérir. Fait que c'est normal à un moment donné là, que les 5, peut-être même 10 premières games, ce soit difficile. Mais les équipes expérimentées puis les équipes qui aspirent aux grands honneurs vont toujours être plus lentes à partir, puis ils vont piquer vers les séries. T'sais, quand les séries vont arriver, ils vont piquer. T'sais. Fait que je suis pas inquiet. Là, c'est sûr que le Canadien, c'est un petit peu différent parce que avant même que Carey Price soit pas là, je les voyais pas en série. Mais je m'attends quand même à ce qu'ils piquent. Là, ils resteront pas dans la cave, là, dans l'Atlantique. Là. Je penserais pas, là, honnêtement. Là. Fait que, faut pas paniquer non plus. Les boys, je sais pas si vous aviez d'autres sujets à jaser, mais je closerais quasiment ça, à moins que vous ayez d'autres sujets
de discussion à apporter? Ben, j'aimerais ça envoyer mes pensées vers Eric Brandstrom. Il s'est fait ramasser, double échec d'en face, 8 points de suture, 3 dents cassées, mon Eric. Fait que Eric, je pense à toi bien fort. Le mollet te gratte un peu ou ben ça va bien? C'est ça. Présentement, on me souffle à l'oreille que Eric Brandstrom a plus de points d'en face qu'à sa fiche. Non, mais pauvre gars, c'est le premier podcast. C'est le premier podcast qu'on a depuis qu'il a été renvoyé dans la Ligue américaine, je pense que oui. Écoute, on en parle de Brandstrom à tous les maudits podcasts. Fait que ça me surprend même qu'on n'ait pas parlé de Kotkaniemi encore. Bon. Ouais, ben ça, j'ai pas grand-chose à dire. Mais... puis on pourrait parler de Romanov aussi, mon nouveau souffre-douleur. Ouais, là. Ce qui est pas totalement faux. Sois plus constructif un peu, là. Ben oui, je te l'ai dit, man. Mais, que j'allais dire, Brandstrom qui est retourné dans la Ligue américaine, c'est d'un ridicule. Avec Josh Brown qui est mauvais, Victor Mété, c'est pas facile. Del Zotto, ben, il est scratch, puis tant mieux. Mais il aurait juste dû jamais être acquis par les Sens. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, Kotkaniemi. Mais je t'arrête avant de partir sur une chire là, de KK parce qu'il mérite pas. En fait, il a joué un bon match puis c'est contre le Canadien. Même là, il a joué un match correct. Okay, il a joué un match. Il a joué un match. Mais Brandstrom, honnêtement, je pensais à ça cette semaine. Puis le gars, il est pas éligible à être ballotté. Puis tous les autres joueurs dans l'alignement Je sais. Fait que, tu sais, rendu là, t'amènes Brandstrom juste si t'as un poste. Puis si t'as pas de poste, ben t'es aussi bien de le laisser dans la Ligue américaine. Oui, mais... Tant qu'à perdre Mété, mettons, en cas de blessure, t'es mal. Ben non, mais c'est parce qu'il devrait avoir un poste. C'est ça. Ouais. Brandstrom, il a été dans les 4 meilleurs défenseurs des Sens du camp d'entraînement. L'année passée, pendant que Chabot a été blessé en fin de saison, Brandstrom a été très bon, drivait le power play comme un chef. Puis là, tu sais, pense au mental du kid, comment DJ Smith en début de camp, il dit ceux qui vont le mériter vont avoir un spot au match d'ouverture. Brandstrom pouvait pas plus le mériter que ça, là. Ah, c'est ça. Puis non seulement il a pas sa place, tu le renvoies à Belleville. C'est juste, je pense au gars dans l'histoire, là. Colin, comment la confiance, tu sais, ça me fait capoter cette gestion-là, puis ça tombe que c'est Brandstrom, puis que ça fait que ça me vient encore plus me chercher. Mais je comprends vraiment pas. Tu sais, j'espère qu'en ce moment Dorion il magazine, puis j'espère. J'espère aussi. Là, quand j'ai vu une annonce de transaction des Sens, là, mon cœur a arrêté de battre, mais j'étais heureux en même temps en me disant c'est peut-être Brandstrom enfin qui va partir. Tu sais, échange-le aux Red Wings. Je sais pas pourquoi j'ai dit Red Wings, mais Suédois. Ah ben oui, ça doit être ça le lien. Mais parce que je cherchais l'autre fois, je me demandais avec quelle équipe aurait un besoin pour un gars comme Brandstrom, puis un pairing Brandstrom-Seider, là. Ouais, bon, ça, Montréal en aurait besoin. Ah ben oui, mais ça se fera pas. Non. Est-ce que ça nous amène à parler de mon nouveau souffre-douleur? Romanov? Pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Je suis généreux, là. Parce que je pourrais utiliser le mot en M. C'est pas mauvais. facile. C'est pas facile mauvais, au niveau décisionnel. Hey, ça va vite, là. Ça va vite, c'est ça. Tu sais, au niveau physique, il y a les qualités. Ben oui, vraiment. Il y a le talent. Il y a le talent, mais au niveau décision, puis ça va vite. Là. J'ai proposé qu'on le renvoie à Laval. Ah, je serais pas en désaccord, mais t'amènes qui? Non, ben, avec le recul, moi, oui. Là, surtout avec la sortie de Sami Nikou dans le dernier match, sérieusement. Là. Ouais, c'était qui était pas là dans la game? C'était pas Kulak, ni Kulak. C'était Wideman? C'était Wideman, c'est ça. Ben moi, je renvoie Romanov puis garde Wideman dans le line-up. Là. Ça va te faire 3 défenseurs capables de jouer Edmondson, il est censé revenir bientôt, là. Ouais. Edmondson, il était de retour à Montréal, selon les dernières informations. Il prévoit probablement une remise en forme de 2 semaines. Fait que peut-être que dans 2 semaines, il va être dans l'alignement.
Il y a Dans ce cas-là, il y a son père qui est malade aussi à Edmondson, là, c'est difficile pour lui. Il y a l'aspect aussi personnel là, qui est difficile en ce moment pour lui. En tout cas, encore plus quand Edmondson va revenir, si Romanov nous offre autant un niveau de jeu décevant, sans aucune amélioration dans son jeu. Lui, on parlait de courbe de progression au début du podcast, là, sa courbe de progression est pas vers le bas parce que c'est difficile à cet âge-là, mais elle monte pas bien haut. Mettons que si j'avais investi en Romanov, probablement que je serais pas content du retour sur mon investissement. Ça monte pas bien. Ouais, avec son jeu sur la glace, moi je voulais lui laisser de la place pour qu'il joue le plus possible, mais là, c'est comme tu dis, il progresse pas nécessairement. Il y a de la misère un peu, même avec sa barre et tout. Là, je sais pas s'il coupe les coins ronds, mais ça va trop vite, vu que la patinoire est plus petite. Là. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Il faut qu'il soit coaché là, un peu. Moi, je trouve qu'il est chanceux parce que il te fait des moves des fois, la ligue est censée plus caler double échec, puis toute cette année, là, des fois, il t'en sort que ce soit ça ou les gants au visage, puis je trouve que, je sais même pas il y a combien de pénalités cette année, là, mais je trouve qu'il est souvent chanceux sur des calls pas appelés Romanov. Là. Fait, si en plus, si ces calls-là commencent à être appelés contre lui, là, ça sera pas bien long qu'il va être très, très nuisible à l'équipe, là, puis évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Non. Fait que non, Romanov, à date, c'est vraiment ma déception de l'année. Puis là, je veux dire, regarde, si monsieur, je sais pas qui me ramassait sur Twitter l'autre fois, là, s'il écoute le podcast puis qu'il est pas content de mes propos en ce moment, ben garde, moi je dis de mon opinion, je tape pas sur le jeune, il est bien souriant, il a l'air bien sympathique, il irait prendre une bière avec, mais c'est parce qu'en ce moment, on parle de hockey, puis niveau hockey, Romanov est très décevant quand j'avais des bonnes attentes quand même envers lui cette année, puis que je pensais qu'on pouvait y faire plus confiance que ça. Je vais pas me retenir de dire qu'il est pas bon parce qu'on peut plus dire ça ou je sais pas quoi parce que l'équipe a gagné 6-1, j'ai pas le droit de dire qu'un gars est pas bon. Là. Romanov, ce qui est décevant, c'est qu'il a commencé la saison l'année passée puis tu sais ça allait bien. Mais tu sais le bon vieux hop d'une recrue qui a répondu aux attentes rapidement, puis après ça s'est stagné un peu là. C'est Drew Doughty. Ouais, il était comparé. Vous rappelez-vous, il y a eu des gens qui ont même avancé que le upside offensif de Romanov était tellement sous-estimé, tellement que le gars pourrait un jour aspirer à un Norris. Là, il y avait 2 points en 3 matchs, je pense que ça a été dit, ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais, c'est ça. Ça revient à l'évaluation du club en début de saison. Là, après 5 défaites, on est prêt à lancer la serviette puis tout. Je comprends qu'il jouait mal. Je comprends que l'exécution puis l'effort laissait à désirer. Mais à un moment donné, on peut-tu laisser le temps, tu sais? Romanov, moi, j'abandonne pas dans son cas, mais il va falloir que les attentes soient un peu au niveau qu'on avait, tu sais. C'est pas pour braguer, c'est pas pour dire, genre, c'est pas du Insgrat, comme dirait Saint-Lô, qui est avec nous autres à TSLH Espoir, mais c'est juste que Romanov, là, c'est pas un Doughty. C'est peut-être un Emlyn en plus offensif. Je pense que la comparaison avec Dimitri Orlov est encore pertinente à mes yeux. Puis s'il fait plus, tant mieux, mais je pense que ce qui est réaliste de dire, je pense que c'est ça. Puis on est un peu dedans, puis je veux dire, c'est assez évident que Kaden Goulet va le surpasser dans la hiérarchie, là. Probablement dès l'année prochaine. Puis je suis content que Goulet ait connu un bon camp, parce que justement, ça a prouvé que Romanov là, est peut-être pas à la hauteur de ce que plusieurs croient. T'sais. Ça l'a comme ramené les attentes à une bonne place, mais là, il va falloir qu'il progresse un peu. Là. Ça stagne beaucoup dans son cas. Il faut que l'organisation fasse de quoi avec lui. Est-ce que ça va être à Laval ou bien plus le protéger, moins de responsabilités? C'est ça. Lui parler à un pour avoir des séances. Je suis sûr qu'ils font le travail avec les séances vidéo et tout, là. Mais il faut qu'il revienne à son jeu, c'est-à-dire, oui, mobile, sortir la puck, physique, arrête de trop en faire, ça viendra plus tard. C'est ça. Puis pour être conséquent avec ce que j'ai dit tout le podcast,
pour Romanov aussi, là, on est en début de saison, puis il y a juste 5-6 matchs de jouer. Là. C'est juste qu'avec des jeunes comme ça, qui ont pas montré une courbe de progression toute l'année passée, en plus de cette année, ben c'est là qu'il y a comme un petit red flag, puis il faut se dire, faut peut-être penser à quelque chose pour que ça change. Ouais, parce que dans le cas de Romanov, j'ai été plus tranquille envers lui l'année passée parce que mes attentes étaient pas nécessairement hautes. Mais comme je dis, là, c'est parce que le problème, c'est que toute l'année passée, c'est pas amélioré vraiment, en tout cas à mes yeux, à moi. Puis que, ça continue dans ce pattern-là cette année. C'est là qu'on commence peut-être à se dire, OK, là, il y a un problème. Puis c'est là qu'il faut prendre une décision avant qu'il soit trop tard. Puis je pense vraiment que cette décision-là, ça passe par va à Laval, travaille sur ce que tu as à travailler, puis quand on aura besoin de toi, on va te rappeler. Est-ce que Cole Caulfield devrait aller faire un tour à Laval aussi, selon vous? Je veux-tu vraiment m'embarquer là-dedans? Ben, tu sais, c'est jamais négatif, là, mais tu sais, il était vraiment bon à Laval l'année passée, là. Mais tu sais, l'équipe va pas bien, là. Il manque de cohésion. Fait que là, tu sais, oui, Romanov à Laval, correct, là, mais tu sais, attendons de voir le 20 matchs, là, puis on verra après. Là, c'est le côté de 3 points en 20 matchs, là, oui, OK, là. Avant le match contre les Wings, j'aurais eu tendance à dire plus oui, mais là, on a revu le bon Caulfield contre les Wings, puis tu sais, ça reste les Wings. Ouais, mais fait que, tu sais, ça me fait juste me dire, bon, OK, avec lui comme avec tout le monde, soyons un petit peu plus patients. Après 15-20 matchs, on évaluera si c'est mieux pour le kid d'aller à Laval. Ça reste les Wings, mais c'est un match qui pourrait y redonner confiance, justement. Ouais. Fait que, j'ai hâte de voir pour les prochains matchs. Puis je pense que c'est sur TVA Sport que j'ai vu que apparemment Dominique Ducharme a un plan pour vraiment bien l'encadrer puis tout. Fait que je suis pas inquiet, là. Ducharme, c'est pas un 2 de pique, là. Il score. Ouais, probablement. Puis Ducharme, c'est pas un 2 de pique. Il va être capable de l'encadrer comme du monde. Je pense que Romanov. Je pense que Romanov. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Romanov, tu sais, présentement, on se donne comme pas le choix de le garder à cause de l'état présentement de la brigade défensive. Mais effectivement, je pense que les chances de voir Romanov avec le Rocket sont plus élevées que de voir Caulfield avec le Rocket. Oui. Puis, tu sais, je vois déjà des commentaires là, dans ma tête parce que j'en vois passer des commentaires puis je suis découragé bien souvent, là, mais tu sais, la seule chose qu'on peut pas reprocher à Romanov, c'est son implication. Là. Ouais. Le gars a été benché en série l'année passée. Puis c'est le premier sous la patinoire pareil. C'est ça. C'est pas un gars qui boude. En tout cas, je crois pas. Je comprends. Il y a eu des pourparlers là, concernant Kéké au niveau du boudage puis tout, mais je pense que les actions parlent beaucoup plus que les paroles des fois. Puis les actions que Romanov pose en étant toujours premier sur la patinoire, souvent 15 minutes avant l'entraînement, c'est des actions qui me démontrent que le gars, il a une implication. Le gars, c'est un bon kid. Là. C'est un bon kid. Apparemment, il est pas mal toujours dans le gym. C'est un gars qui probablement met des attentes envers lui plus hautes que nous, on met des attentes envers lui. Ouais. Mais à un moment donné, c'est juste de ressaisir un peu l'aspect décision sur la patinoire, sur un style de jeu qui est plus lent un peu, pour catcher certaines affaires, puis après ça, revenir dans le show, puis dire « OK, j'ai catché, ça, je faisais ça. » Puis dans un calibre plus lent, j'ai été capable de l'appliquer. Maintenant, appliquons-le dans un calibre plus rapide. Fait que je vois pas une rétrogradation comme étant un désaveu envers Romanov. Je pense que ça y servirait. Et encore là, est-ce que l'organisation... Tu sais, on voit l'état de la défensive présentement. Là. Ouais, c'est ça. Pas vraiment le choix. Là. Si Sami Nikou enligne plusieurs bons matchs puis que Joel Edmondson revient, ben je pense que ça pourrait être un bon timing, effectivement, d'envoyer Romanov à Laval. Puis
écoute, on se tapera un aller-retour à Laval pour aller voir ça. Hey les boys, toujours plaisant de jaser avec vous autres. Je closerais ça là-dessus, sur un peu de hate envers Romanov de la part de Max. Non, c'était constructif, là. Ouais, c'était constructif. C'est correct, là. C'est comme ça qu'il faut que t'ajustes, Max, sur Twitter. Faut pas que tu provoques, faut que tu construises. Comme quelqu'un a commenté, la bière est bonne. La bière était bonne. Aïe, aïe, aïe. Fait que on n'oublie pas d'aller suivre le podcast sur toutes les plateformes. On vous remercie d'être au rendez-vous. Les prochains épisodes, j'ai bien aimé ça, les boys, le contexte l'autre soir, le concept, en fait, d'écouter un match canadien en faisant le podcast. Fait qu'on refera ça les prochaines fois. Ce soir, c'était plus difficile vu qu'il jouait à 10h. Mais les prochaines fois, ça sera à refaire. Fait que je lance l'invitation. Puis d'ici ce temps-là, pour qu'on puisse jinxer. Ouais, exactement. Puis d'ici ce temps-là, vous avez des Scoutcasts disponibles sur toutes les plateformes, en fait, avec Pascal. Je m'attends à ce que Pascal m'invite pour les prochains épisodes parce que j'ai emmagasiné plusieurs visionnements ces temps-ci. J'ai regardé notamment Kaden Goulet puis Jacob Daubush, les espoirs du Canadien. Fait que s'il daigne m'inviter, je vais venir vous parler de ça sur le Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines, je te dis, hey, viens-t'en. Oui, j'ai pas encore assez écouté. Ouais, mais là, oui. Là, cette semaine, j'ai écouté le programme pas mal. J'ai écouté plusieurs espoirs suédois. Je dois être rendu à peu près un total de 85-90 visionnements à peu près là, depuis le début de la saison. Bravo. Fait que ça... Moi, yeah. notre head vidéo scout crossover AHL prospect il est en break. Ouais, mais c'est parce que je suis fatigué. C'est bien correct. Fait que, beau petit, il y a un travail. Ouais.